Bienvenue à Dialogue dilettante 2.0. Aujourd'hui, on va parler du Big Bang cartésien. C'est la célèbre fable épistémologique de Descartes. Donc, Justin, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? J'aimerais vous parler du Traité du monde, qui est un livre dans lequel Descartes raconte sa célèbre fable épistémologique, qui est en fait une théorie originale de l'univers, OK. que j'appellerai ici le Big Bang cartésien. OK. Puis ça, c'est-tu toi qui es venu avec ce nom-là ou c'est reconnu comme étant... Non, c'est moi qui l'ai inventé. Ah ouais, OK. Le but, c'est parce qu'on va voir que c'est comme un peu l'origine de l'univers qui est à la source de son explication. Fait que c'est comme comment l'univers commence dans le monde de Descartes, là. OK, parfait. Puis de quoi il parle dans cette fable-là? Descartes va raconter sa fable dans laquelle il cherche à montrer plusieurs choses, puis on va les énumérer, mais on va aller en détail plus tard dans l'épisode sur chacun de ces aspects-là. Il va proposer 3 lois du mouvement, okay? Un peu comme Newton fera correctement plus tard. Donc Descartes s'est trompé, mais d'Alembert va dire un siècle plus tard que s'il s'est trompé sur les lois du mouvement, il a du moins deviné le premier qu'il devait y en avoir. OK. Fait qu'il a proposé 3 lois du mouvement, puis c'était le premier à penser à l'idée même qu'il y ait des lois du mouvement. Exactement. OK. Exact. Il va être le premier à formuler clairement et correctement le principe de l'inertie. Puis une autre citation d'un historien des sciences très célèbre au 20e siècle, qui s'appelle Alexandre Koyré. Il dit que le plus beau titre de gloire de Descartes physicien est sans doute d'avoir donné du principe d'inertie une formule claire et distincte. OK. Fait que même un historien de sciences a donné un peu de props à Descartes pour sa définition de l'inertie. Ouais, exactement. Okay. Parce que Newton va la reprendre, puis il va être le premier à dire qu'il y a une loi de l'inertie. Puis on va voir aussi plusieurs citations qui sont assez drôles où Descartes diss les idées du Moyen-Âge. OK, fait que c'est quoi qu'il propose à la place de ces idées-là? Ben, c'est les idées, en fait, qui l'ont rendu vraiment célèbre. Donc, il va essayer d'expliquer le fonctionnement de l'univers avec des principes purement mécanistes. Donc, quand on dit mécaniste, on pense à l'action à contact. Donc, les objets peuvent juste interagir entre eux s'ils se touchent. OK. Donc, ça va être ce qu'il va... Il va remplacer les théories physiques du Moyen-Âge par ça. Puis, il va aussi proposer, comme on en a déjà parlé avant, une épistémologie rationaliste où, en utilisant des concepts qui sont a priori, mais clairs et distincts, on est capable de créer des genres de systèmes abstraits pour faire des déductions comme dans les mathématiques. OK. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Je trouve ça quand même curieux que, bon, son explication purement mécaniste, donc les items, il fallait qu'ils se touchent entre elles, et j'imagine que ça a influencé beaucoup Newton, ce traité-là, cette fable-là. C'est quand même intéressant parce que Newton va aller un peu à l'inverse par rapport à la notion de ils peuvent avoir qu'une interaction que s'ils se touchent. Exact. Right? Puis c'est une des grandes révolutions que Newton a contribué. Parce que le système de Descartes, on va en parler, sans la gravité, il est très complexe pour rien. Puis en postulant la gravité, le système devient très facile, en guillemets. Puis juste en tête comme ça, on va peut-être en parler plus tard, mais pour lui, la gravité ou pour la raison pour laquelle les objets tombaient, c'était quoi? C'est qu'il y a comme une espèce d'éther qui est en constant mouvement, qui fait des vortex. Mais ça a quand même du sens si on pense, si on accepte les principes de Descartes. Mais bon, il y a quelques trucs qui clochent, puis c'est là que Newton va venir puis faire « Ah, ça marche pas tant bien, ça marche pas si bien. » Mais j'imagine, connaissant Descartes, que mathématiquement, ça faisait quand même du sens. En fait, c'est pas très mathématique. Okay. C'est très philosophique. OK, c'est très... Oui. Mais lui, il nous dit, il fait souvent ça, il dit comme « Ah, je pourrais aller plus en détail, mais ça va vous ennuyer. » OK, cool. Puis, par rapport à l'épistémologie rationaliste, c'est quoi exactement que tu veux dire par là? Donc, pour aller rapidement, souvent, on oppose le rationalisme à l'empirisme, qui est en fait une sorte de façon de voir l'esprit humain ou la connaissance humaine. Donc, comment l'humain arrive à acquérir des connaissances. Les rationalistes, comme on peut penser à Platon, qui est comme le premier, vont dire qu'il y a certains concepts innés chez l'humain qu'on projette un peu sur la réalité. Puis c'est différentes théories là-dessus. Tandis que les empiristes vont plutôt dire non, en fait, tout ce qu'on connaît, c'est
tiré du monde extérieur, comme on est un genre de réceptacle vide, puis on reçoit le monde extérieur. Ouais, qu'on est comme une éponge à absorber l'information. Ouais, exactement. Tandis que de l'autre bord des rationalistes, c'est plus qu'on a la capacité de la connaissance dès la naissance. Exactement. OK. Puis la dernière chose que Descartes va... il sera pas le seul à le faire, mais qui va éliminer du Moyen-Âge, c'est l'explication par les causes finales. Donc, essayer toujours, comme si je demande toujours pourquoi, Descartes, lui, va dire, on va s'arrêter à nos concepts clairs et distincts, ça va être la fin. Mettons, prenons Newton. Ouais. Tu dis, OK, il y a la gravité, puis j'ai une fonction mathématique qui me dit comment la calculer, puis tout ça. Ouais. Se poser la question comme d'expliquer pourquoi il y a de la gravité, c'est quoi le but de la gravité, pourquoi elle est là, ou des choses comme ça, c'est exclu de la science. Ah, OK, je comprends. On va juste à l'explication de la gravité est suffisante. Je comprends, OK. Donc, s'il y a autant de trucs vraiment importants, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on parle jamais de ce livre-là aujourd'hui? Ben non, c'est ça. Parce que Descartes, on se rappelle beaucoup des mathématiques, surtout de sa philosophie. Mm-hmm. Exact. De la dualité, là, la philosophie de l'âme et tout ça. Ouais. Mais honnêtement, dans le passé, j'ai jamais entendu, à part de toi, que Descartes était très fort sur la physique aussi. Ouais, exact. Donc, ce livre-là, il est méconnu pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, Descartes l'a pas publié de son vivant à cause de la condamnation de Galilée, dont on avait discuté plus tôt. Ouais, c'est vrai. Parce que là-dedans, il va parler du mouvement de la Terre, puis c'était une idée hérétique, donc il va le cacher. Une autre raison qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est parce que c'est un texte qui est difficile. Il est encore à cheval sur les idées métaphysiques du Moyen-Âge. Fait qu'il y a certains concepts pas clairs ou pour nous parce qu'on les utilise plus vraiment. Donc, des trucs hérités d'Aristote. Parce que même si c'était révolutionnaire à l'époque, veut pas, Descartes avait quand même une base scolastique, là, comme on l'avait pris. Ouais. Fait que veut pas, ça l'a influencé. Même s'il était à l'encontre de ces idées-là. Si on regarde le texte aujourd'hui, il y a beaucoup de similarités avec. Ouais, c'est qu'il y a des idées nouvelles, mais il y a des idées qui sont encore les vieilles idées où même quand il va essayer de contester les idées, il va utiliser leur vocabulaire. Puis ce vocabulaire-là peut être difficile pour un lecteur du 21e siècle. Ouais. En fait, il est difficile. Ouais. Puis la dernière raison qu'on n'en parle pas trop, c'est qu'il y a un autre traité obscur dont on parle pas beaucoup qui s'appelle le traité de l'homme, que Descartes a écrit. Puis, originalement, Descartes voulait publier ces deux trucs-là ensemble. Puis la raison pourquoi c'est vraiment important de comprendre que Descartes voulait les publier ensemble, c'est parce que le truc qui les unit, c'est les principes épistémologiques qui sont derrière la théorie de Descartes. Donc, d'un côté, la théorie cosmologique et de l'autre, la théorie mécanique du corps humain qui va essayer d'expliquer dans l'homme. OK. Puis les deux ont des ressemblances? Dans la façon d'expliquer le problème, ouais. Donc, on va voir que dans le monde, il va créer une fable. Il va le dire explicitement, c'est une fable. Dans l'homme, il va pas l'appeler une fable, mais il va dire comme on va créer un homme fictif. C'est la première phrase du livre, en fait. Créons un homme fictif qui est fait de juste de la même matière que nous. Il n'y a pas d'âme, rien, c'est juste une machine. Voici comment son corps fonctionne. OK, puis c'est là que tu parlais qui était aussi important en médecine. Ouais. C'était un aspect peut-être un peu plus épistémologique par rapport à la médecine? Il a aussi contribué des découvertes ou des idées intéressantes. OK. C'est-tu là-dedans qu'il pensait que dans notre cœur, il y avait un feu? Ouais, le cœur, il parle de ça. Puis ça, on comprend bien quand on lit Le Monde, parce que dans Le Monde, il explique c'est quoi le feu. Parce qu'il explique c'est quoi la matière. Il y a 3 éléments, bref. Donc, mais c'est quand même contradictoire un peu venant de Descartes, je trouve, qui était justement... Puis, tu sais, tout le monde est contradictoire, là, on est humain après tout, mais qui veut avoir la vérité, tu sais, les idées claires et distinctes et tout ça, mais que pour parler de l'homme, ou pour parler d'un cœur et tout ça, il n'est pas allé comme de vérifier sur des corps ou quoi en que ce fait, soit. non, Descartes, il a fait des dissections pendant des décennies. Ah! Ouais, OK. Non, c'est ça, c'est pas juste de la théorie. Il a vraiment analysé des corps et tout. Mais ce qui est important, là, ce qu'on retient de Descartes, c'est vraiment sa façon de créer comme un modèle explicatif pour le corps humain. Je comprends. Et il y a des idées puis des découvertes importantes. Comme il va être le premier à expliquer que... En fait, il va proposer une explication de la vision par action à contact, qui est en fait pas bonne, mais
il va comprendre que c'est des trucs qui sont que les yeux reçoivent, qui sont envoyés dans les nerfs, qui vont au cerveau. Wow. C'est là que le cerveau les traite. Oh shit, ok. Puis la façon qu'il va être capable de faire ce insight-là ou d'avoir cette idée de génie-là, c'est qu'il se dit les aveugles, quand ils utilisent un bâton pour marcher, implicitement, il doit avoir un calcul de l'angle d'incidence entre le bâton et le sol qui doit se faire dans le cerveau pour qu'il soit capable de marcher. Donc, sûrement que nos yeux font la même chose. Oh, okay. Shit. Donc, c'est vraiment... Puis même comme Noam Chomsky, qui est comme qui fait la théorie de la cognition, lui, il va retourner à Descartes puis dire que comme lui, son projet de recherche commence avec Descartes quand il a proposé ces idées-là du cerveau puis tout ça. Là. Wow. OK. Mais ça, ça doit être en lien avec son optique, là, son traité sur l'optique. Ouais, exact. OK. OK, c'est super intéressant. Ouais. OK. Donc, par rapport à la fable cartésienne, parce que c'est ça notre épisode d'aujourd'hui, si tu pouvais aller plus en détail dans cette fable-là. Ouais. Donc, il commence par nous rappeler que nos sens peuvent nous tromper, comme on en avait beaucoup parlé dans l'épisode 2, je crois, sur les méditations métaphysiques. Il va donner des exemples, comme un feu, comme quand je le regarde, comme ça me dit pas pourquoi il est chaud, comme c'est pas vraiment comme ça que je dois y penser. Donc, il va dire je veux envelopper une partie de mes explications dans l'invention d'une fable. Okay? Parce qu'on va s'enlever du monde des sens, on va aller dans un monde abstrait qui est le monde que Descartes veut créer avec nous dans sa fable. OK, puis pour lui, ça va être plus facile à comprendre au lecteur de se mettre dans ce point de vue-là que de se mettre dans le monde réel. Ouais, puis non seulement ça va être plus facile, mais il va dire ça va permettre une explication plus claire de c'est quoi le vrai monde. OK, intéressant. OK. Alors Descartes dit « J'en veux envelopper une partie de mes explications dans l'invention d'une fable. » Là, il va expliquer c'est quoi sa fable. Je me résolus de parler seulement de ce qui arriverait dans un monde nouveau si Dieu créait maintenant quelque part assez de matière pour le composer et qu'il agita diversement et sans ordre les diverses parties de cette matière. Et que par après, il ne fit autre chose que prêter son concours ordinaire à la nature et la laisser agir suivant les lois qu'il a établies. Je comprends pourquoi tu l'as appelé le Big Bang cartésien maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, il va dire Dieu crée de la matière, il met les lois de la nature, puis ensuite, il n'intervient pas. Okay. Donc, nous, notre but, c'est d'aller chercher ces lois de la nature-là à travers un monde fictif qui va nous permettre de mieux réfléchir. OK, puis c'est ce qu'il va essayer de faire dans son traité. Ouais. OK. Il y a un autre truc qui est un petit peu subtil, mais qui est important. Descartes dit dans Le Monde, juste quelques lignes plus haut, que c'est en partie pour pas se disputer avec les théologiens qui veulent utiliser la fable du monde. Donc, pour un peu dire, de toute façon, je parle pas du vrai monde, donc ça peut pas aller à l'encontre. Mais c'est smart quand même. Ouais. Mais c'est pas que ça. Okay? Ouais. Parce que Descartes avait cette idée-là bien avant, par exemple, d'entendre parler de la condamnation de Galilée. Okay? Comme on peut lire sa correspondance avec Marin Mersenne, puis il va le dire, j'ai une bonne idée pour une fable du monde, puis il parle de ça beaucoup avant qu'il ait en tête qu'ils doivent censurer ses écrits. OK. Selon moi, avant tout, la fable, bien qu'elle serve à pas avoir de problème, puis éviter la censure et tout ça, je pense que c'est vraiment plus pour des raisons épistémologiques que Descartes la présente, comme j'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, en faisant cette fable-là, il peut vraiment mettre en place ce qu'on appellerait aujourd'hui un modèle hypothético-déductif, où est-ce qu'on a des hypothèses. De ces hypothèses-là, on peut faire des déductions. OK. Puis, après, on peut tester ces déductions-là. Okay. Descartes va le faire en disant à plusieurs reprises dans l'œuvre, vous voyez bien que ce monde fictif, dans le fond, agit comme le nôtre. OK. Fait que là, il va transposer ça au monde réel par la suite en utilisant la fable. OK. Exact. Mais petite question comme ça, je sais pas si tu voulais en parler plus tard ou as-tu des exemples de trucs qui l'expliquent, outre par exemple les terres et les vortex et tout ça, qui fait partie de la fable, qui sont quand même intéressants? Est-ce que tu voulais en parler plus tard? Non, en fait, j'avais pas prévu en parler, mais c'est vraiment un bon
une bonne question. Par exemple, il va expliquer la théorie des marées. Sans la gravité à travers ses vortex. Puis tout ça. Puis bon, c'est pas une théorie qui est quantitative, elle va pas offrir des prédictions qu'on peut mesurer, mais elle explique grosso modo pourquoi il y a des flux et des reflux qui ont des cycles de 6 heures, puis tout ça. Puis il sait que c'est à cause de la Lune. Donc lui, il va expliquer ça à travers le vortex de la Lune et tout. Puis il y a des trucs, bon, c'est vraiment compliqué, là, comme je l'ai lu comme 3 fois, là, ces parties-là, parce que c'est difficile à comprendre, puis peut-être je me trompe, mais des fois, il y a des trucs qui me semblent contradictoires, là, comme des fois, il va essayer d'expliquer pourquoi, dans ce cas-ci, un truc est tiré vers la Terre, tandis que dans d'autres cas, il est éjecté, puis des fois, c'est comme... Je suis pas sûr je pense pas que c'est cohérent tout à fait à 100%. Ça me fait quand même penser à quelque chose que... tu sais, on n'est pas surpris quand on voit ce type de thèse explicative-là, par exemple, quand on sait que Platon en a fait, que Socrate en a fait, que Aristote en a fait, qui a essayé d'expliquer le monde comme ça. Moi, je trouve ça quand même surprenant qu'à l'époque de Descartes, même si ça fait quand même longtemps, puis que la science était très... était assez balbutiement là, pour la science moderne. Mais est-ce que ça a été, selon toi, ou est-ce que tu sais si ça a été un des derniers qui a fait ça, ou y en a-tu encore dans les dernières années, dans les dernières centaines d'années, qui ont essayé de faire des espèces de théories explicatives du tout, un peu, sans trop aller dans les sciences telles quelles? Ouais, il y a encore des gens qui font ça aujourd'hui, c'est sûr. Par exemple, il y a des groupes de philosophes qui font de la philosophie très spéculative sur qu'est-ce que ce serait l'univers si ce n'était qu'une grande machine à computation, là, que dans le fond, on est comme dans un ordinateur, puis que le principe, c'est pas un peu comme dire la mécanique explique tout. Eux, c'est plutôt la computation explique tout, puis c'est ça qui est à la base de la réalité, c'est la computation, puis ça existe toujours. OK. Mais je savais pas que ça existait encore. Mais comment c'est regardé aujourd'hui, ce genre de théorie philosophique-là? Est-ce que, par exemple, selon toi, les personnes qui entrent dans ce genre de théorie d'explication du tout, est-ce qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent? Dans le sens où, est-ce qu'ils savent que comme c'est un peu... C'est un peu un jeu en tant que tel? Ouais. Pas toujours, je pense. Non? Sûrement que certains que oui, là, ils spéculent. Mais quand on y pense, déjà, il faut être très zélé pour comme passer son temps à réfléchir à ces genres de trucs-là. Fait que je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de raisons, peut-être presque de foi, de comme croire en ces idées-là parce que c'est des idées clichéristes, mais ça doit dépendre de chacun. OK. Il y en a plusieurs qui sont des scientifiques professionnels, donc évidemment, ils ont une activité professionnelle qui rentre plus dans la cadre de la science méthodologique sans trop de spéculation. Mais il y en a aussi que c'est des espèces de comment je pourrais dire, de moutons noirs où ils font leur truc dans leur coin, tout le monde les trouve un peu charlatans, mais eux, ils sont convaincus que mais ils ont la vérité. Je trouve que ça serait intéressant peut-être de faire un épisode là-dessus, ou juste un bref épisode sur genre les théories explicatives du tout qui sont un peu du moment ou dans les dernières centaines d'années pour voir jusqu'où ça se rend. Ouais. Puis, tu sais, pour expliquer que c'est pas fini ce type de théorie-là. Ouais, ça pourrait être intéressant. Moi, celle que je connais un peu, c'est celle de comme les trucs computationnels dont je te parlais tantôt. Mais moi, je trouve ça drôle parce que, mettons, c'est un bon parallèle avec Descartes. Parce qu'à l'époque, il y a comme une fascination pour les machines avec les poulies puis des systèmes hydrauliques. Puis c'est comme wow. Puis Descartes, c'est comme... Il est comme, dans le fond, le monde, ça doit être une grosse machine comme ça. Puis j'ai l'impression que c'est comme un peu le même genre d'analogie qu'ils font. Comme aujourd'hui, c'est les ordinateurs. C'est comme le nouveau truc hot. Fait que peut-être que toute la réalité, c'est juste un ordinateur. Puis on dirait qu'il y a comme une transposition, même jusque dans la théorie de l'homme de Descartes, que lui va dire que l'homme fonctionne comme une machine avec des poulies, puis tout ça. Genre aujourd'hui, beaucoup vont dire que comme notre cerveau, c'est juste une computation qui fait tout ça. Ben oui. Puis là, quand il y avait l'intelligence artificielle, que finalement, on est
un type d'intelligence artificielle, qu'on a été créé par une intelligence artificielle. Ouais, ça c'est très spéculatif, mais ouais, ça rentre dedans, là, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est comme des genres de théories comme ça. OK. Mais oui, excuse-moi, revenons à la fable. On a fait une petite parenthèse. Ouais. Ben, je sais pas si c'est évident, mais la fable va avoir des impacts énormes sur l'épistémologie puis la science, notamment à cause que c'est vraiment le premier, du moins à le faire explicitement comme ça, de proposer un modèle hypothético-déductif là, que je voudrais appeler, donc mettre en place un schéma conceptuel à partir duquel on fait des déductions, puis on regarde si ça correspond avec la réalité. Mm-hmm. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas besoin de se demander est-ce que le modèle est vrai. On écarte cette question-là. Le modèle, c'est est-ce qu'il explique bien la réalité. Puis ça, je pense que c'est un tournant vraiment important dans la science puis l'épistémologie, de pas prendre plein de temps à s'obstiner sur est-ce que le monde est vraiment comme ça, puis on ne va jamais vraiment le savoir. OK, c'est pas grave, on a un modèle, puis est-ce qu'il fonctionne? ouais. Ouais. C'est ça. Puis on peut débattre des critères de c'est quoi un modèle qui fonctionne, puis tout, mais arrêtons de faire juste de la métaphysique, de l'ontologie sur c'est quoi la réalité, puis c'est quoi le monde. Ben, ça me fait penser à une petite citation que j'aimerais plugger, que j'ai entendue en quelque part, puis je me rappelle plus c'est où, mais c'est « Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Ouais, ça c'est un statisticien qui a dit ça. C'est un statisticien? Ouais, puis ça je trouvais ça vraiment bon. C'est une classique. C'est, je crois que c'est David Cox. David Cox? Ouais, c'est un grand statisticien. Il est mort récemment. Je pense qu'il est mort il y a comme 1 mois. OK, je savais peut-être un peu plus, mais bref, ouais, c'est une citation que j'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est exactement ça, tu sais, c'est que même aujourd'hui, comme une fois qu'on a un modèle explicatif, on peut penser par exemple comme le Standard Model de la physique des particules, qui était une espèce de modèle, puis il y a plein de choses qui fonctionnent pas bien avec le modèle, mais il y a plein de choses qui fonctionnent très bien. Mais on espère atteindre une réalité, mais on est conscient que peut-être c'est pas ça la vraie réalité. Mais c'est pas important, tu sais. L'important, c'est... Puis dans ce cas-là, oui, comme on sait que ça fonctionne, puis il y a beaucoup de théories qui fonctionnent très bien dans la mécanique quantique. C'est mais ça je parle pas... Non, je parle... Ben, ça a le rapport, mais je parle vraiment de la théorie des particules, donc. Comme les accélérateurs de particules, ils font des expériences pour vérifier les prédictions de cette théorie-là, qu'on appelle le Standard Model. OK. Le modèle standard, ouais. Exactement. Puis, mais ça, est-ce que tu considérerais ça de théorie hypothético-déductive? Oui, vraiment. Ah ouais? Ouais. Okay. En plus, non seulement hypothético-déductif, c'est quantifié, donc c'est déduction quantitative précise qu'on peut aller confirmer avec des expériences. Puis à la physique, ce qui est remarquable, c'est que malgré qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, malgré qu'il y a certaines contradictions entre, par exemple, la relativité et la physique quantique, mais les prédictions qu'offrent les modèles physiques comme le Standard Model sont tellement précises que c'est hallucinant. C'est comme ils peuvent prédire des trucs avec des dizaines de chiffres significatifs de précision. Puis c'est comme... Il doit avoir pas une partie de réalité, mais comme on a l'impression qu'on est en contact avec quelque chose qui est quand même réel quand on étudie ça. C'est peut-être pas le dernier mot sur la réalité, mais... Oui, je comprends. C'est un petit... On a l'impression qu'on en découvre un peu plus sur la réalité en appliquant le modèle. Ouais, exactement. OK. Puis, moi, je résume ça à faire des arguments un peu dire comme si. C'est comme si la réalité était comme ça. Ben, voici les explications qui en découlent, puis on voit que ça marche. C'est un peu ça que Descartes fait dans la fable. Il y a beaucoup d'arguments. Quand on regarde des arguments de philosophes, il y a beaucoup d'arguments qui sont des arguments comme si, je trouve. Ouais. Qui part d'un postulat de base comme une expérience de pensée, mettons. Ouais, vraiment. Mais c'est ça. En fait, on pourrait qualifier ça d'être une expérience de pensée parce qu'il n'y a pas de... Il va dire de temps en temps, ah oui, le monde, on voit que ça correspond à ce qu'on voit dans le monde, le vrai monde, mais il nous dit explicitement comme on va aller faire
On va aller penser à qu'est-ce que ça donnerait, ce monde-là. Donc, on se souvient, il dit que Dieu remplit le monde de matière. Puis, c'est important de se souvenir que pour Descartes, de la matière, c'est impénétrable. Puis, par définition, ça a de l'étendue. Ça a un volume? Ouais, exact. L'étendue, c'est ça. C'est que ça occupe de l'espace. Ouais, OK. Puis, ça, c'est comme sa définition de la matière. Fait que c'est quelque chose qui est impénétrable qu'un étendu. Ouais, exactement. Il va dire, et là, je le cite, « Pensons que toute la distinction que Dieu met dans la matière consiste dans la diversité des mouvements qu'il leur donne. Okay? » Donc, Dieu crée la matière, puis la seule différence entre différents éléments de matière, c'est la quantité de mouvements qu'ils ont au moment initial de l'univers. Donc, Dieu crée la matière, il leur donne du mouvement, puis voilà, le monde est en marche, puis après, il va dire que le monde suit les lois ordinaires de la nature. Oh, fait que c'est très déterministe dans un point de vue. Ouais, exactement. Il va parler beaucoup de comment le libre arbitre rentre dans ce monde-là, mais sans... c'est un libre arbitre de l'esprit. Parce qu'il faut se souvenir aussi que pour Descartes, l'esprit est comme séparé du monde mécanique. C'est comme une autre substance, c'est une autre réalité, le monde de l'esprit. Ouais, c'est vrai. OK. Puis, il va vraiment insister à plusieurs reprises pour dire comme que, au final, souvenez-vous que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est simple, ça marche. Ça marche mieux que n'importe quoi que vous avez vu avant. Il va dire, par exemple, les propriétés de la matière que j'ai données, je les ai seulement supposées telles que vous les pouviez imaginer. Okay? Il va dire, quand je dis que ça a de l'étendue puis que c'est impénétrable, vous allez certainement être d'accord que c'est ça, votre intuition de la matière. Genre. Toujours en croyant à la capacité de l'humain à avoir les idées claires et distinctes. Et selon lui, ça, c'en était une, probablement. Exactement. Ouais. Exact. Okay. Il va souvent dire ça au lecteur comme, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on fait ici, puis voyez que ça marche bien, puis tout ce que j'ai supposé, vous allez être d'accord avec moi tellement que c'est évident. C'est un bon vendeur. Puis là, après ça, c'est ici qu'il va diss les anciens théologiens scolastiques du Moyen Âge. Okay? Parce qu'il va dire, eux, là, quand ils essaient d'expliquer le mouvement, de quoi ils parlent, c'est compliqué. Genre, ils se compliquent tellement la vie, ils avouent eux-mêmes que leur mouvement est difficile à comprendre, puis il va dire, ils n'ont encore su expliquer plus clairement qu'en ces termes. Puis là, il va donner une citation latine qui est comme l'explication classique du Moyen-Âge de c'est quoi du mouvement. Okay? Puis là, il va dire ces mots-là, les mots latins, sont pour moi si obscurs que je suis contraint de les laisser ici en leur langue, parce que je ne les saurais interpréter. Donc, il dit ces mots-là sont tellement pas clairs que comme je peux même pas les traduire, je suis pas capable de les interpréter. Mais là, après, il va dire entre parenthèses, il va donner une traduction, puis ça me fait rire, il va dire ces mots, le mouvement est l'acte d'un être en puissance. En tant qu'il est en puissance, ne sont pas plus clairs pour être français. Puis à travers tout ça, il va avoir deux principes qui sont quand même importants de noter. Le premier dont on a déjà parlé, c'est qu'il va supposer des lois de la nature, qui va devenir un principe vraiment important pour la révolution scientifique. Puis un autre principe un petit peu plus concret, c'est qu'il va nier la possibilité du vide. Okay? Donc c'est comme un débat à l'époque. Donc Descartes, pour lui, il n'y a aucun vide parce que ça contredirait a priori c'est quoi comme être de la matière. Puis il n'y aurait pas d'espace vide parce que l'espace, c'est la matière. C'est comme ça qu'il le voit un peu. OK, ouais. Est-ce qu'il parle de... Moi, j'ai une petite question par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est, moi, le principe qui est expliqué tantôt là, par rapport au mouvement et tout ça, ben, c'est le principe matérialiste là, de la conception du monde un peu. Là. C'est-tu le premier qui a amené un principe comme ça? Parce que c'est quand même... Des théories matérialistes? Ben, la théorie que, au départ, il y a eu la matière qui a été donnée, puis qu'ensuite de ça, le mouvement est là, il ne fait que suivre les lois. Ouais, en fait, le mécanisme, c'est pas Descartes qui l'invente. Il l'apprend de Isaac Beeckman, qui était un de ses correspondants qui lui a appris à faire de la physique.
qui l'a intéressé à la physique, si on veut. Ouais. Non, Beekman était un matérialiste. OK. C'était comme dans l'air du temps un peu, le matérialisme. C'était une nouvelle philosophie du monde. OK, puis lui, il l'a poussé un peu plus dans son... OK. Lui, il l'a vraiment apporté dans le mécanisme, pour être plus précis. C'est vraiment à travers ses explications du mouvement qu'il a fait avancer la physique. Parfait, c'est bon. Alors justement, comme on en a parlé en introduction, Descartes propose 3 lois du mouvement. OK? Donc, ils sont pas les bonnes lois, puis ils sont pas explicites, puis ils sont pas mathématiques comme les lois de Newton, mais c'est quand même un bon pas en avant. Ouais. Il y a 3 lois, c'est juste pas les bonnes. Sa première loi, c'est que chaque partie de la matière continue toujours d'être en un même état, à moins que quelque chose vienne changer cet état-là. Okay. Ça, c'est le principe d'inertie qu'on avait discuté en introduction, qui était un des plus grands succès de la physique de Descartes. Sa deuxième loi, il va dire quand un corps en pousse un autre, il ne saurait lui donner aucun mouvement qu'il n'en perde en même temps autant du sien. Et donc, c'est la loi de la conservation du mouvement. OK, attends. Quand un corps en pousse un autre, ouais, il ne saurait lui donner aucun mouvement qu'il n'en perde en même temps. Je comprends pas la phrase. Désolé. Quand un corps en pousse un autre, ouais, le seul mouvement qu'il peut lui donner, c'est du mouvement que lui perd en contrepartie. OK. Oh. Et puis sa troisième loi, c'est que le mouvement a tendance à persévérer en ligne droite. Puis ça, à l'époque, c'est une dispute. Est-ce que le mouvement le plus élémentaire, c'est le cercle ou la ligne droite? Parce que c'est comme les deux figures parfaites. OK. Bon, je connais pas vraiment ces détails-là parce que c'est quand même obscur, mais il en parlait beaucoup dans mon édition en bas de page de c'était quoi ce débat-là. Ce qui est intéressant, c'est comment il justifie sa position que le mouvement persévère en ligne droite et non selon des cercles. Alors, imaginons qu'on a une roche au bout d'une corde, ouais, puis qu'on la fait tourner. Mm-hmm. OK? Descartes va explicitement l'expliquer comme ça. Si il n'y avait pas la corde, la roche partirait en ligne droite. Donc, on peut imaginer qu'à un moment, on coupe la corde, la roche part en ligne droite. Ouais. Okay? Puis pour savoir exactement c'est quoi la ligne droite que la roche emprunte, il suffit de savoir comme à quelle partie du cercle elle était rendue. Okay? Ouais. Il suffit de savoir c'est quoi sa tangente au cercle, en fait. OK. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que Newton, il va plus tard, dans le prochain siècle, inventer le calcul différentiel pour expliquer mathématiquement ce genre de phénomène-là. Que Descartes avait comme vu, mais que lui, il n'avait pas les outils pour l'expliquer encore mathématiquement. C'est intéressant quand même. Ouais. Puis finalement, j'aimerais ça parler brièvement de la théorie du mouvement planétaire de Descartes. Donc, pour bien comprendre le mouvement planétaire selon Descartes, il faut comprendre que pour lui, il y a 3 éléments dans le monde. Et je ne vais pas entrer dans les détails là-dessus, il en parle pendant un chapitre, mais un des éléments, il va appeler ça le ciel. Puis les 2 autres éléments, c'est le feu et la terre. Toute matière est formée à partir de ces 3 matières-là. Ouais, okay. Exact. Puis le ciel, ou ce qu'il appelle les cieux, c'est une forme de matière qui va être, qui va dire très subtile, qui est comme capable de remplir tous les interstices, puis qui bouge moins rapidement que le feu, mais plus rapidement que la terre. Puis à cause qu'elle a une certaine vitesse, elle est capable de faire son chemin dans les interstices de pas mal n'importe quoi. Mm-hmm. Donc, en quelque sorte, le monde est comme enveloppé de cette matière-là qu'il appelle le ciel, qui est comme une espèce d'éther qui s'occupe, qui a le rôle dans sa théorie de prendre la place du vide, étant donné que Descartes n'accepte pas le vide. OK. Fait que par exemple, le vent, ça serait des mouvements du ciel. Le vent, c'est pour lui, c'est un mélange d'eau et de ciel, parce que c'est un fluide pour lui, le vent aussi. Mais il n'y avait pas le ciel, le feu et la terre? Ouais, j'ai dit eau. Ouais. Excuse, c'est un mélange de terre et de ciel. Un mélange de terre et de ciel, OK. Parce si que je me trompe pas, parce que c'est comme à
on voit juste du vent sur la frontière de la Terre parce que c'est là que se mélange la Terre puis le ciel. Quelque chose comme ça. OK. Donc, le monde est comme enveloppé dans une espèce de ciel. Puis là, en fait, un argument qu'on donne souvent aux penseurs qui n'acceptent pas le vide, c'est comment les choses bougent s'il n'y a pas de vide. Parce que comme s'il n'y a pas de vide, comment un objet peut se déplacer étant donné qu'il va rencontrer toujours de la résistance, étant donné qu'il y a toujours de la matière qui remplit l'espace. Donc Descartes, son idée, c'est il va prendre une analogie avec un poisson. Il va dire, un poisson dans l'eau, il est comme entouré d'eau, un peu comme nous, on est entouré de ciel. Puis la façon qu'il peut bouger, c'est que quand il avance, l'eau qui est devant lui se dirige vers le derrière, puis ça pousse toute l'eau pour aller remplir l'espace que lui libère. OK. Puis ça va enclencher des tourbillons qu'il appelle. Donc, pour expliquer le mouvement dans un monde plein, il dit que tout le ciel a tendance à se déplacer en tourbillon à cause de ce genre de phénomène-là. OK. Puis bon, mais il me semble que c'est un phénomène qui existe vraiment, mais c'est pas ça qui explique le mouvement, right? Non, parce qu'oublie pas, lui, il n'a pas la gravité. Fait que là, il est comme, pourquoi les planètes tournent autour du Soleil? Ben là, lui, il va dire que c'est à cause que, en fait, c'est pas les planètes qui tournent, c'est le ciel qui est autour des planètes qui emporte les planètes dans le mouvement. Un peu comme si les planètes étaient dans un jacuzzi, genre. Ouais. OK. Un bain tourbillon, là. Ils font juste tourner. Ouais, c'est la matière autour qui tourne. C'est pas eux qui créent le mouvement. Exact. Puis là, il va se mettre à expliquer plein de phénomènes. Donc, pourquoi est-ce que, par exemple, il va dire que notre système solaire est dans un tourbillon avec le Soleil au centre, mais qu'il y a comme d'autres tourbillons, puis que chaque planète a son propre tourbillon. Puis il y a comme des interactions entre ces tourbillons-là qui créent des phénomènes comme les marées. Il va expliquer, par exemple, les comètes, pourquoi il y a des comètes dans son système. Il va dire, les comètes, c'est comme des planètes, mais ils ont comme trop d'inertie pour se faire emporter dans le tourbillon. Donc, comme ils voyagent de ciel en ciel jusqu'à temps qu'ils perdent suffisamment d'énergie pour se faire emporter dans le tourbillon avec les autres. J'étais allé loin dans sa théorie. Ouais, mais il faut comprendre qu'il l'explique un peu comme je le fais en ce moment. Là. C'est comme... OK, il est pas été trop dans l'explication, juste dans... C'est vraiment... C'est comme très argument philosophique, si on veut. Là. C'est comme, ça ferait ça, puis là, ça ferait ça, puis... Mais tantôt, j'ai dit ça, puis des fois, c'est pour ça que je dis des fois, plutôt, j'avais dit, j'ai l'impression que peut-être il y a des contradictions, peut-être c'est pas comme super cohérent. Ouais, mais probablement aussi que, il est arrivé avec une thèse tellement nouvelle que là, après ça, il faut qu'il explique plein d'affaires après. C'est ça. Parce que là, il faut qu'il se dise, OK, mais il faut que ça marche aussi avec les comètes. Fait que là, il faut qu'il explique les comètes. Ouais, exact. Puis Newton, lui, je crois que c'est la raison principale pour laquelle il veut passer plus loin que le système cartésien. Il dit les vortex, ça marche pas. Là. Il y a trop de problèmes. C'est pas une explication qui plaît à Newton. Okay. C'est beaucoup plus simple pour Newton de découvrir la gravité. Parce qu'on le sait déjà à l'époque, même de Descartes, que les planètes tournent selon la formule divisée par la distance au carré. Comme on sait qu'il y a cette relation-là, c'est Newton qui va s'en servir comme fondement de sa mécanique. Donc, de quoi tu voulais parler dans le prochain épisode, Justin? Je jongle encore avec différents sujets, mais un truc que j'avais trouvé intéressant, qui serait peut-être le fun d'explorer, c'est l'impact encore un peu méconnu, encore une fois un peu méconnu de Descartes sur les sciences cognitives aujourd'hui, sur la linguistique aujourd'hui. Peut-être aussi parler de ses impacts sur la médecine et la physiologie à travers le traité de l'homme, dont on a parlé un peu aujourd'hui. Et j'avais pensé que ça pourrait être le fun aussi de faire une espèce de sommaire de toutes ses œuvres, puis sous forme plutôt courte. Là. Parfait. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de nous lâcher un petit like, un petit subscribe, un petit comment, un petit follow, un petit share, peu importe la plateforme dont vous êtes. On est là sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast et sur plein d'autres plateformes. N'hésitez pas à nous suivre encore plus. Si vous nous suivez par podcast, sachez que maintenant sur YouTube, il y a du support visuel pour accompagner le dialogue. Donc, si vous pensez que ça peut être intéressant, mais passez à YouTube. Yes, YouTube.